Hulin daf nun Aleph, on va commencer par nun Amoud Bet. Tanu Rabanan, Mahat shenimtzet be'ovi bet hakosot, mitzad echad keshera, mishne tzdadim terefa. C'est-à-dire, on sait que la bête a plusieurs estomacs. La bête qui est cachère, elle a premièrement le keres, ensuite le bet hakosot, après le hemses, et enfin la keva. Il y a tout un circuit de l'aliment au moment du ruminement jusqu'à l'évacuation des déchets corporels. Ici, on est en train de nous parler du hemses et bet hakosot. Ce sont les deux estomacs intermédiaires qui sont entre le keres et entre la keva. Si jamais on a trouvé une aiguille qui est de part en part dans le bet hakosot, la panse, on a ici un trou dans le bet hakosot ou dans le hemses, gamarno, la bête est terefa. Mais si on avait une aiguille qui était qu'à l'intérieur du bet hakosot, mais l'aiguille avait la pointe plantée dans l'une des deux membranes. C'est-à-dire que, on le sait, il y a dans le bet hakosot une double membrane. Une peau à l'extérieur du bet hakosot. Cette pellicule-là, si elle n'a pas été perforée, bien que la membrane interne ait été trouée avec la pointe de l'aiguille, ce n'est pas grave. La bête est cachère. Alors on nous dit Mahat, l'aiguille, chez Nimtzet Be'ovi Bet hakosot, qui a été retrouvée dans l'épaisseur de la paroi, de la double paroi du Bet hakosot, Mitzad Ehad Keshera, Mishne Tzdadim Terefa. Ça veut dire, si c'est seulement Tzad Ehad, l'une des deux membranes, c'est la paroi interne qui a été trouée, mais pas la paroi externe, alors elle est cachère. Si ce sont les deux membranes qui ont été perforées, donc c'est toute la paroi du bet hakosot, eh bien elle est évidemment tarif. Maintenant, la Braïta rajoute Nimtsa aleha koret dam beyadua shelifne hashechita. Lo nimtsa aleha koret dam beyadua sheleachar hashechita. Si maintenant on se pose la question, on voit qu'en effet, les deux membranes, toute la paroi du bet hakosot, les deux membranes ont été perforées. On voit ici l'aiguille. Mais on ne sait pas que cette aiguille-là, quand est-ce qu'elle a pénétré la paroi, quand est-ce qu'elle a perforé le bet hakosot? Avant la shechita ou après la shechita? Il y a une façon de savoir. Si tu vois une trace de sang sur l'aiguille, c'est qu'en effet, ça s'est fait quand elle était vivante. Car une bête vivante, elle a du sang. Ça a perforé le bet hakosot, ça a éclaté un vaisseau, le sang se trouve maintenant sur l'aiguille. Mais s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de koret d'âme, il n'y a pas de croûte de sang sur l'aiguille, c'est que ça s'est fait après la shechita, quand la bête était déjà morte. Donc si la bête, une fois déjà shechitée, on lui a troué la panse, il n'y a aucun problème. C'est comme ça qu'ils disent Nimtsa aleha koret dam. Je vous ai traduit Nimtsa aleha sur l'aiguille. C'est comme ça que ici traduisent au nom de plusieurs mefarshim. On aurait pu traduire Nimtsa aleha, c'est sur le bet hakosot, à l'extérieur. Nachon, comme on va le voir après. Mais là, eux, ils ont traduit, je prends leur pirouche. Et j'ai traduit koret par croûte. Koret d'âme, c'est-à-dire une tache de sang. Je pense que ça tombe très bien avec
en français une croûte de sang, koret dam, une petite tache de sang. Beyadoua shelifnei ashrita. Lo nimtza alea koret dam, beyadoua sheleachar ashrita. S'il n'y a pas de sang sur l'aiguille, donc ça a été perforé après la shrita, la bête est cachère. Encore. Higlid pi hamaka. Beyadoua sheshlosha yamim kodem ashrita. Lo higlid pi hamaka. Hamotzi mechavero alav areaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant on a un safek, on ne sait pas, on voit ici qu'il y a une cicatrice. Glida, c'est-à-dire une croûte qui s'est formée, de colmatage. Il y a un trou dans le Beth HaKosot et il y a comme un bouchon. Ce bouchon-là ne va pas réparer le problème. Ce bouchon, c'est une rustine et on l'a déjà vu que Nekev, une fois qu'il y a un trou, Gamarnou, c'est tréfa. Nachon. Mais maintenant, la question est de savoir, dans le cas où le boucher a acheté une bête chez le chevillard. Le boucher, donc, a acheté la bête, il va chez le shochet, on fait la shrita. On ouvre et on trouve un trou dans le Beth HaKosot où il glida. Il y a une croûte de colmatage. Ce colmatage-là ne sert à rien. La bête, elle est terefa. Donc on ne se pose pas la question au niveau de la cachoute. C'est sûr qu'elle n'est pas cachère, cette bête. Le problème maintenant, il est d'ordre économique. Question. Est-ce que le boucher peut réclamer au chevillard son argent en lui disant, écoute, tu m'as vendu une bête qui est tréfa. Prends ta bête, rends-moi mon argent. C'est un mekartaout. Moi, je t'ai payé 10 000 shekels pour une bête cachère, pour une bête normale. Tu me donnes une bête et offre, elle est malade, elle est tréfa. C'est mekartaout, rends-moi mon argent. Alors maintenant, il se peut qu'au moment où le boucher avait acheté la bête, à ce moment-là, la bête, elle était encore parfaite. Elle était kéchéra. Quand est-ce qu'elle a avalé l'aiguille qui lui a perforé le Beth HaKosot? C'est pendant les 3 jours. Il y a 3 jours avant la shrita, le boucher avait acheté cette bête. Il se peut que pendant ces 3 jours-là, elle a mangé une aiguille, elle a avalé une aiguille, et donc elle a maintenant ce trou. Elle a mangé des choses, il y avait dedans une aiguille, et voilà qu'elle a ce problème. Mais le problème, il est survenu chez qui? Pas chez le chevillard. Le chevillard, il t'a vendu une bête normale. C'est chez l'acheteur. Donc tu n'as rien à réclamer. Monsieur le boucher, ne réclame rien. Le problème, c'est que maintenant, on a un safek. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir depuis quand a lieu ce trou? Alors on te dit, im higlid piamaka, si tu vois qu'il y a un genre de cicatrice avec une croûte qui s'est bien formée ici, un colmatage, c'est que certainement il y a plus de 3 jours que le trou avait lieu. Et par conséquent, la bête étant taref avant la vente, avant l'achat, l'acheteur peut réclamer au vendeur son argent. Mais si lohiglid piamaka, ça veut dire que le trou s'est fait pendant les 3 jours. Lui, il y a 3 jours qu'il a acheté. Lohiglid piamaka, ça veut dire que c'est frais. Cette perforation, elle a eu lieu récemment. Et donc, chez qui ça s'est passé? Chez l'acheteur. Tu peux rien réclamer. Higlid piamaka beyadoua sheshlosha yamim kodem ashchita. Et puisqu'il a acheté maintenant, il y a moins de 3 jours, c'est sûr qu'au moment de l'achat, c'était déjà terefa. Si c'était déjà terefa, il doit lui rendre son argent. Loiglid piamaka, maintenant, si on voit qu'il y a du sang sur l'aiguille, d'accord? Il se peut que
Donc il y a du sang sur l'aiguille, ça veut dire quoi? Que c'est sûr que ça s'est fait du vivant de la bête. C'est sûr qu'elle est terefa. La question est de savoir seulement, est-ce que ça s'est fait avant ou après? Alors on dit comme ça, Hamotzi mehavero alav hareaya. Là maintenant, le boucher qui est acheteur, il n'a aucune preuve contre le chevillard. Le chevillard peut lui dire, peut-être que ça s'est fait chez toi. Peut-être que ça s'est fait chez moi. Tu as une preuve? Nous avons une règle. Hamotzi mehavero alav hareaya. Qui veut soutirer de l'argent à qui? Le boucher réclame son argent au vendeur. Il lui dit, rends-moi l'argent que je t'ai donné en achetant cette bête. Il lui a dit, tu veux me soutirer de l'argent? Amène une preuve que je te dois cet argent. C'est un safek. C'est un safek insoluble. Loïglit piamaka. Loïglit piamaka, peut-être que ça s'est passé maintenant. Peut-être que ça s'est passé avant les 3 jours. Si Higlit Piyamaka, c'est sûr qu'il y a longtemps que ça s'est fait. Et donc, s'il y a longtemps que ça s'est fait, c'est sûr que c'était tréfa au moment de la vente. Donc, il peut lui réclamer son argent. Mais dans la mesure où Loïglit Piyamaka, là, on a un safek. Peut-être qu'il y a plus de 3 jours, peut-être que ça s'est fait récemment. Puisque c'est un safek, il ne peut pas lui réclamer l'argent. Hamotzi mehavero alav hareaya. Les 3 jours, c'est un temps de coagulation? Exactement. De cicatrisation. Hein? S'il arrive pas de couper la poire en deux, non. Non, ça c'est quand on est dans le cas où il n'y a pas de marzik. Dans le cas où il n'y a pas de marzik. Mais là, il est déjà mourzak. Il a l'argent dans sa main. Ce que vous dites, c'est Somchus par contre. Somchus dit Mamon hamutal besafek holkin. Dans Shor, chez Nagar et Tapara. Venimtsa ubara betzida. Ve'en yadua im shenegaha yalda. O im ad shelo negaha yalda. Somchus omer Mamon hamutal besafek holkin. V'chachamim omrim Amotzi mehavero alav hareaya. C'est-à-dire s'il y a une croûte, vous pouvez répéter juste la dernière fois. S'il y a une croûte, cette croûte elle est âgée au moins de 3 jours. Et donc c'est sûr qu'il y a au moins 3 jours que le trou avait eu lieu. Et lui, comme il a acheté il y a 2 jours, donc c'est sûr qu'il a acheté une tréfa. S'il a acheté une tréfa, il lui dit, moi je t'ai payé pour une shlema, pas pour une tréfa. Rends-moi mon argent. Mais dans le cas où il n'y a pas de croûte, alors là maintenant c'est 2 possibilités. Soit ça s'est perforé il y a 3 jours, 4 jours, soit ça s'est perforé maintenant. Il n'y a aucune possibilité de savoir. Ça fait partie des tailles de vente. En principe, c'est plus logique qu'il lui rembourse l'argent. Plus logique qu'il lui rembourse l'argent. Non, Oui, j'achète du lait, je fais la shrita, je vois qu'elle est malade. Mais il n'a pas fait la shrita tout de suite. Il a fait la shrita 2 jours après. 2 jours après. Oui, mais il y a une forte probabilité qu'elle ait été antérieure. Pourquoi? On voit pas. Mais elle a peut-être mangé. Elle a mangé chez le boucher aussi. Comme elle a mangé chez le boucher, il y avait peut-être chez le boucher, dans la mangeoire, il y avait du foin, et dans ce foin, il y avait une aiguille. Ce qu'on appelle une aiguille dans une mode de foin. D'accord, elle est restée 2 jours chez le boucher, et elle est restée des années chez le propriétaire. Elle est restée 2 jours chez le boucher, elle est restée des années chez le propriétaire. En probabilité, c'est sûr que c'est plus au niveau du vendeur que le boucher. C'est très beau ce que vous dites, c'est bien réfléchi, mais on ne peut pas dire une chose pareille, parce que l'incident peut avoir lieu à n'importe quel moment. N'a pas de rapport avec le nombre de fois où on mange. Ça fait partie des tailles de vente, ça? Hein? Ça fait partie des tailles de vente. Quand un boucher il achète une bête chez un cheval, il dit si elle est très femme, je te la redonne. Oui, C'est exactement. des conditions de vente. Tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tacite. Et on ne tient pas compte. Et en plus, je voudrais répondre une autre réponse à Rabbi Nissim. La halakha est comme Shmuel, que En holchin bemamon achararov. Pas d'après l'Europe quand. Au niveau de l'argent, En holchin bemamon achararov.
C'est la Mishnah c'est la Gemara dans Perek Hamaniach. Je dis pas que si la bête avait été shritatizée, il aurait pu continuer à la travailler. Le propriétaire. Quand j'achète chez vous une voiture, j'achète une voiture, vous me donnez une voiture avec un problème dans le moteur. Ça, c'est une voiture qui est... Oui, alors, je reviens chez vous et je vous dis, la voiture que vous m'aviez vendue... Ça s'appelle une garantie. Non. Cette garantie, elle est tacite. Ce n'est pas une garantie. C'est même pas une garantie. Ça remet en cause la vente. Ça remet en cause la vente. Je n'ai jamais acheté un produit défectueux. J'ai payé pour un produit normal. S'il est défectueux, c'est mes cartes à route. C'est ce qu'on appelle achat erroné. Mais si la voiture est neuve, oui. Et si elle est plus neuve, elle est d'occasion. On n'est pas. Si, puisque j'ai acheté une voiture qui est d'occasion. J'ai acheté une bête neuve. J'ai acheté une bête neuve. Non. J'ai acheté un animal neuf. J'ai acheté un veau qui vient de naître, entre un veau qui vient de naître et un bœuf qui a déjà vécu. Mazé Mechané. On a dit que. Et il y a même un principe qui dit qu'on a même qu'à la base, la bête, elle est kshera. Justement. Alors voilà, vous avez répondu vous-même à votre question. Puisqu'à la base, toute bête est kshera, donc quand j'achète, c'est de manière tacite, j'achète une bête en bonne santé. Et en quoi alors le propriétaire, il est khayab de quelque chose? Eh bien, il m'a donné une mauvaise voiture. Il n'est pas censé savoir qu'il y a un problème. Ah oui, il n'est pas censé savoir. Je ne lui reproche pas de ne pas être prophète. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais par contre, je n'ai aucun reproche à lui faire. Simplement, moi, j'ai payé pour une bête normale. Tu me donnes une bête qui est malade, qui est tréfa. Je n'ai pas payé pour ça. Rends-moi mon argent. Donc en fait, on dira le terme que la Gemara emploie, ton champ s'était dévasté. Exactement. Umaishna mikol nekouve de alma de afalgav de lekadam tarif mar. Maintenant, la Braïta avait dit que s'il n'y avait pas de sang, de traces de sang sur l'aiguille, il n'y a pas de problème. Je présume que la perforation avec cette aiguille s'est faite après la mort, après la shhita. C'est-à-dire que au moment de la shhita, le bête akosot était parfait, l'estomac était parfait, et l'aiguille que je trouve ici, maintenant, c'est une aiguille qui est sortie de là, qui a été mise ici, après la shhita. Quelle est la preuve? C'est que sur l'aiguille, il n'y a aucune trace de sang. C'est vrai qu'en effet, après la mort, je fais passer dedans une aiguille, il n'y a pas de trace de sang. Ou alors qu'il était là et qu'il n'a pas tapé les vendredis. Non. Si c'était là avant, il y aurait eu une tache de sang. S'il n'a pas percé les vendredis. Non, mais c'est toujours vascularisé. Il y a forcément des vaisseaux sanguins partout. Et donc, si ça a percé avant, il y aurait eu du sang. Il n'y a pas de sang, c'est que ça s'est fait après la mort. Très bien. Question, ça tu ne l'as pas dit pour les autres. Tu n'as pas dit pour les autres nekavim. Pourquoi spécialement par rapport à une aiguille? Mais en général, pourquoi tu me dis pas quand tu as un trou, et il faudrait qu'il y ait du sang. S'il n'y a pas de sang au niveau du trou, eh bien c'est cachère, parce que ça s'est fait certainement après la mort. Pourquoi tu dis pas ça pour toutes les bêtes? À chaque fois qu'on voit une perforation, que ce soit dans le poumon, que ce soit dans les dakines, dans le véchet, dans l'œsophage, on n'a jamais parlé de sang. Tu n'as jamais dit, s'il y a du sang, c'est taref, parce que ce trou, il s'est fait du vivant de la bête. S'il n'y a pas de sang, au niveau du trou, c'est cachère, parce que ça s'est certainement fait après la shrita. On n'a jamais entendu parler d'une chose pareille, n'est-ce pas? Alors pourquoi, du coup, maintenant, tu me sors ça? Tu me dis, il y a une aiguille dans le bête à kosot, s'il y a du sang sur l'aiguille, nématov, sinon, non. S'il y a du sang sur l'aiguille, taref, s'il n'y a pas de sang, c'est cachère. D'où tu sors ça? Il lui dit, Hatam le kamide le misrach, acha kevandi kamahat, ita de kodem shchitahu, misrach hava sarich. Rashi explique, là-bas, par rapport au trou où il n'y a pas d'aiguille, je considère que s'il y avait une tache de sang, même du vivant de la bête, cette tache de sang ne resterait pas forcément ici. Car tous les liquides qui circulent dans le corps de la bête vont nettoyer cette tache de sang.
vont l'emporter ailleurs. Ça va se répandre dans le corps de la bête. Donc même s'il y avait du sang au moment de la perforation, ce sang a disparu. Donc je peux supposer que le trou a eu lieu avant la shrita. Ah, pourquoi il n'y a pas de sang au niveau de la perforation? Parce que ce sang est parti avec tous les liquides qui circulent dans le corps. Par contre, au niveau de la mahat, comme le mahat, c'est du fer qui accroche, alors s'il y avait du sang, c'est-à-dire que si la perforation s'est faite du vivant de la bête, donc forcément, ça aurait éclaté les vaisseaux sanguins, et donc il y aurait eu du sang sur la surface de l'aiguille, ce sang-là ne serait pas nettoyé avec les liquides du corps de la bête, car le métal accroche le sang, et j'aurais vu une tache de sang sur la paroi de l'aiguille, sur l'aiguille. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de sang du tout sur l'aiguille, ça veut dire que ça s'est fait après la mort, où il n'y a pas de sang qui sort des parois. Comme ça dit Rashi. Misrach hava sarich hadam bamahat. Bravo. Pourquoi il n'y a pas de liquide dans la panse? Exactement. Pourquoi il n'y a pas de liquide dans la panse qui élimine le sang aussi? Pourquoi uniquement les liquides qui éliminent la tache de sang? Et pourquoi dans la panse, il n'y a pas de liquide qui élimine le lait? Si par exemple il y avait un trou dans la panse, il y avait un petit trou dans la panse, et il n'y a pas de sang, mais il n'y a pas d'aiguille. Quel est le din? Le din est que tréfa. Pourquoi? Parce que je dis que ça s'est peut-être fait avant la shrita, et même s'il y avait eu du sang au moment de la perforation, ce sang a été entraîné dans tous les liquides. Par contre, quand il y a une aiguille, et l'aiguille est encore là, alors je raisonne ainsi. Si Behemet, l'aiguille avait perforé la bête, du vivant de la bête, eh bien il y aurait eu encore du sang sur l'aiguille. Car l'aiguille accroche le sang. Et les liquides qui circulent dans le corps de la bête ne vont pas emporter et entraîner cette tache de sang qui est accrochée à l'aiguille. Je n'ai pas compris pourquoi dans les autres membres, dans les autres, pour les poumons ou autres, on n'a pas le même raisonnement. On aurait le même raisonnement si on voyait une aiguille. Ça veut dire que s'il y avait une aiguille, par exemple, dans la paroi du poumon, ou une aiguille dans la paroi du véchette, et j'ai encore l'aiguille, s'il n'y a pas de sang dessus, Béhémet, ce serait motard. Pourquoi? Parce que je dis l'aiguille est passée après la mort. Car si c'était du vivant, de la bête, il devrait y avoir du sang sur la tache. Et du sang sur l'aiguille. Je ne dis pas dans les autres parties qu'il peut y avoir aussi du liquide qui lave et qui... Oui, c'est pour ça que pour toute perforation, je dis que c'est tréfa. C'est pour ça que toujours on dit que c'est tréfa. C'est seulement quand il y a une aiguille qu'on dit que c'est téréfa que s'il y a du sang. Encore. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Amar les Rav Safra les Abaye. Rav Safra a dit à Abaye, Hazemar haïtsurva merabanan de atam ima'arava. Vous savez, cher maître, Abaye, il y a ici un Talmid Hacham, un Tsurva merabanan, un Talmid Hacham qui est venu d'Eretz Israël, Ma'arava. Ve'amar, et il a dit, Rav Avira Shemani. Rav Avira Shemi. Shemani, c'est comme Shemi. Je m'appelle, mon nom, c'est Rav Avira. Ve'amar, Maase uba lifne Rabbi, Mahad shenimtzet be'ovi betakosot mitzad echad, ve'tarfa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Rav Avira raconte, il fait un témoignage de ce qu'il a vu. Qu'un jour, on a posé la question à Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle communément Rabbi. Voilà un bête à kosot, avec une aiguille, qui a perforé la panse. Voilà ce qu'on a trouvé. Kacher au taref. Et il a dit que c'est taref. À ce côté. Alors oui, j'ai oublié de dire l'essentiel. Mahad shenimtzet be'ovid betakosot mitzad echad. Mitzad echad d'un seul côté, c'est-à-dire que l'aiguille n'avait pas perforé la double membrane de la paroi du betakosot. Juste la paroi interne. Qu'est-ce qu'on avait toujours dit?
que quand il y a un trou que dans la paroi interne, étant donné que la membrane externe, elle est encore parfaite, c'est kasher, ce n'est pas terefa. Et pourtant, Rabbeinu Kadosh a dit que c'est taref. Vetarfa, Shalachle, Abaye qui était surpris, choqué de cette halakha, il a envoyé chercher ce Talmid Chacham. Shalachle, Velo Atal Gabe. Ce Rav Avira n'a pas voulu répondre à l'invitation de Abaye. Il a dit non, moi je viens pas, moi je me déplace pas. Azalhu le Gabe. Abaye est venu, lui-même il s'est déplacé. Et qu'est-ce qui se passe? Abaye se trouve en bas, et ce Rav Avira se trouve en haut sur le toit de l'immeuble. Alors il lui dit, Azalhu le Gabe, Havaka e Aigra. Il était sur le toit. Amarle nihut marvenite. S'il vous plaît, Rabbi Avira, ça ne vous dérangerait pas de descendre, je voudrais discuter avec vous. L'onahit, il lui dit non, moi je ne me déplace pas. Salikhu le Gabe. Alors c'est Abaye qui est monté là-haut. Vous savez que Abaye n'était pas maigre. Lorsque Abaye et Rav Papa se croisaient, leur ventre se collait, on pouvait faire passer deux bœufs sous leur ventre. Alors, Abaye, malgré tout, ne s'est pas empêché de monter jusque là-haut. Regardez, c'est quoi Ahavat Torah. Ahavat Torah, il entend un hidouche d'un Talmid Chacham qui vient d'Eretz Israël. Il est surpris. Eh bien, il va aller se déplacer. Il l'invite. Il ne veut pas venir, il va lui-même Abaye. Il lui dit descendez. Il ne veut pas descendre, eh bien, il monte Abaye. Pas évident de monter pour Abaye. Il monte pour la Torah. Amarle imali goufa de Uvda et Chiyava. Abaye demande à ce Talmid Chacham, pourriez-vous, s'il vous plaît, me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Comment Rabbeinu Kadosh avait dit que c'était taref? Pourtant, l'aiguille n'a percé que la membrane interne. Amarle maftir kenesiot ana. D'abord, moi, mon rôle là-bas à l'époque chez Rabbeinu Kadosh, j'étais le shamash du Bet Midrash. C'est moi qui installais les bancs, les tables, et j'installais les talmidim. Je les faisais rentrer, je les faisais sortir. Les Ela Merabi Rabba. J'étais donc auprès de Rabbi, le grand Rabbi, Rabbi Rabba. Il a vécu longtemps, hein? Vous avez vu combien de temps il a vécu? Il a vécu depuis l'époque de Rabbeinu Kadosh jusqu'à cette époque-là. Incroyable. Alors, Hava Rav Huna Tziporaa ve Rabbi Yossi Mada'a Yoshvim Lefanav. Je me souviens que deux grands rabbanim, Rav Huna de Tzipori et Rabbi Yossi de Madaï, de la Médie, étaient devant qui? Rabbeinu Kadosh. Uba'a lifne Rabbi Mahat shenimtzet be'ovi betakosot mitzad echad. Et on a posé la question à Rabbi. Regardez, l'aiguille, elle se trouve dans la paroi interne. Kasher ou pas kasher? Hafacha Rabbi umatza aleha koret dam vetarfa. Rabbeinu Kadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné le betakosot, il a vu qu'il y avait une tache de sang à l'extérieur, sur la paroi externe. Alors il a dit, Rabbeinu Kadosh dit, d'où vient ce sang-là? Si l'aiguille n'avait perforé que la paroi interne, comment il peut y avoir du sang au même endroit dans la paroi externe? Donc certainement l'aiguille a fait aller-retour. Elle a d'abord percé l'ensemble des deux membranes. Il y a eu du sang qui a coulé même à l'extérieur. Ensuite l'aiguille a rebroussé chemin. Et maintenant, on la trouve que dans la paroi interne. Mais en réalité, elle avait déjà percé les deux membranes. Voilà pourquoi il a rendu taref. Alors regardez la réaction de Abaye. Abaye va dire, d'abord, comment Rabbi a dit, Amar Rabbi, im en sham makka koret dam minayin. S'il n'y avait pas là-bas un trou
d'où est venue cette croûte de sang. Amarle, Tarah, Tareh, Léaou Gavra. Abaye a dit, c'est dommage, je me suis déplacé pour rien. Je me suis dérangé inutilement parce que ce hidouche là, tout seul je pouvais le savoir. Si on trouve du sang dans la paroi externe, c'est évident que c'est tréfa. Parce que d'où il vient ce sang? Juste en face de l'aiguille. Donc c'est sûr que l'aiguille avait déjà percé les deux membranes. Donc il n'y a pas de hidouche. Moi je croyais que j'allais découvrir l'Amérique. Que maintenant, il me dit que Rabbeinu Akadosh a dit qu'une bête qui avait une aiguille plantée juste dans la paroi interne, la bête elle est tréfa tout de même. Et nous on a appris que non, elle est cachère. J'ai cru qu'il allait me dévoiler maintenant un grand secret. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il y avait du sang dans la de l'autre côté. C'est évident. S'il y a du sang de l'autre côté, ce sang-là provient de l'aiguille qui a fait aller-retour. C'est évident que c'est taref. Je me suis dérangé pour rien. Pourquoi? Matnitini, hemses ou betakosot, shenikevu lahutz. Terefa? On a déjà vu ça dans la Mishnah même, que si le betakosot ou le hemses ont un nekev, une perforation, de part en part, eh bien c'est sûr que c'est taref. Pourquoi il marque Nikevu Lahutz? Ah, je l'attendais celle-là. Nikevu lahutz. Qu'est-ce que ça veut dire nekev lahutz? Il y a de ça Lahutz, c'est ça? Nikevu lahutz. Parce qu'il faut que l'aiguille, elle aille de part en part. Ah oui, c'est Nikevu Parce que- Lahutz, apparemment, ça veut dire juste de l'extérieur. Il faut que chez Nikvu, ça ne suffit pas à la paroi interne. Mais pas seulement ça. Il faut que même si ça s'est perforé complètement, imaginez-vous que le nekev, il n'était pas lahutz. C'était un nekev du bet akosot au M16. Regardez. Voyez-vous, on a ici les deux. On a ici les deux, le M16 et le bet akosot. Ils se suivent. J'ai une aiguille qui sort du bet akosot vers l'extérieur, ou bien qui sort du M16 vers l'extérieur. Taref. Mais si j'ai une aiguille qui va du bet akosot au M16, C'est pas Lahutz alors. c'est pas route, kacher. Ils sont collés. Nikvu la route. Qui parle du cas où c'est un ou l'autre, mais Lahutz. Là où l'autre, mais la route. Ah, d'accord. Ils sont collés. Ils sont collés. Ils sont collés. Donc Bien on- sûr. Et là, Non, mais si on dit Lahutz en général, c'est c'est pas C'est collé là. À la jointure, ce ne sera jamais taref. Jamais taref. Donc elle peut perforer les deux poches, date de carrément et rester cachée. C'est perforé parce que ça fait bouchon, c'est de l'un à l'autre. Non, parce que c'est de toutes les façons, il y a une relation entre les deux. De toutes les façons, tout le contenu du bet akosot se déverse dans le M16. N'est-ce pas? Donc maintenant, il y a un trou en plus qui s'est fait avec l'aiguille. C'est pas grave. Elle est restée entre les deux. Elle est restée entre les deux. Si elle n'y est plus, Même si elle est... Qu'est-ce que ça change? Même si elle n'est plus. Il y a un trou entre les deux. Mais ça s'est fait dans la jonction. il y a une possibilité d'écoulement. Il y a pas... Non, il n'y a pas d'écoulement à l'extérieur. L'onikvu lahut. Si ça n'est qu'est de l'un à l'autre. c'est interne. Il y a Interne. une perforation interne. Bravo. Une perforation interne entre le bêta kosot et le M16 dans la chair qui les relie. Et il n'y a pas de sortie vers l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Vous êtes arrivé déjà, elle a avalé quoi? Comment elle est arrivée l'aiguille? Regardez, il y a de la chair qui les relie. Comment elle est arrivée l'aiguille? Il y a de la chair. Comment elle est arrivée l'aiguille? Pas les parois. Hein? De l'intérieur. Comment elle est arrivée l'aiguille à avaler de travers, on avait dit? Il y a de Non, chair. par l'appareil digestif. Elle a avalé une aiguille normalement. D'accord, on regarde pas comment elle est descendue là cette fois-ci. Ça reste- Non, parce que on n'a pas retrouvé ça dans l'appareil respiratoire. On l'a trouvé dans l'appareil digestif. C'est naturel. On a La membrane qui compte, c'est celle qui est au-delà des deux. Les deux, c'est comme si c'était un seul membre. Exactement, bravo. Bravo. Ça a transpercé là où on est. Dans la chair qui est là. Moi, je qu'on n'a pas de tableau. Là.
Mais non, l'image c'est ça. Donc on a ils sont l'un à côté de l'autre. Donc si l'aiguille passe de l'un vers l'autre, Bravo. ça ne va pas. Voilà. C'est quelle page? La page. Pour ceux qui veulent voir une illustration, regardez les images, la page Yud. Vous avez le schéma de la page Yud. Oui. Non, c'est pas page Yud. C'est quelle page? En dessous. Yud en bas. Et la photo Le Hila. Ah oui, page Yud, bravo. Page Vous Yud. avez la page Yud en bas là. Il n'y a pas un espace entre les deux. Il n'y a pas un espace entre les deux, ils sont collés. Hein? Il n'y a pas d'espace entre les deux, ils sont collés. Ils sont collés. Ok. tout ça après la shrita quand même. Comment? C'est un détecteur tout ça. Cette aiguille là qui est entre les deux alterne. On va pas chercher les problèmes. Mais s'ils se sont présentés à nous, alors il faut les résoudre. Je vous lis quand même le Bartanora. Je vous lis le Bartanora. Hemses ou bet akosot shenikvu lahutz. Le Bartanora dit she'anekev nir'a mi bahutz kegon shenikvu oze shelo bemakom hiburan, pas dans leur point de jonction. Les apouké imnikvu bemakom hiburan dekacher. Mais s'ils se sont percés dans le point de jonction entre les deux, il n'y a pas de problème, même si une aiguille est passée par là, n'est pas grave. Les fiches et dofen ha-hemses, megin al nikve betakosot, ve dofen betakosot, megin al nikve ha-hemses. Ok. C'est comme l'histoire de la rate avec le foie, quoi, en gros. De la vésicule biliaire, vous voulez dire? La La mara. Pardon, la vésicule biliaire avec le foie. Ah non, non, c'est pas ça. S'il y a un trou de part en part, mais. Si. Non, parce Ici, que là- c'est mieux. Exactement. Ici, c'est encore mieux. Non, par Kalvachomer, ça ressemble. Oui. C'est pas exactement pareil. Là-bas, Kalvachomer, vous dites. Si, déjà là-bas, ça marche, à plus forte raison ici. Allez, on y va, les amis. Nafla minagag. Une bête qui est tombée du toit. De la hauteur du toit. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on avait vu à ce propos? Qu'est-ce qu'on avait vu à ce propos? Hein? Regardez s'il vous plaît la Mishnah dans le Daf Membet. Je vous lis. Nafla min hagag ou bien nishtabru rov tzlaotea ou bien drusat hazeev Rabbi Uda Omer. Elle est tréfa. Donc nafla min hagag terefa. Très bien. Nafla mina gag terefa. Pour quelle raison? Parce qu'on parle du traumatisme, le choc traumatique que tout le corps a subi. C'est ce qu'on appelle rissouk evarim, écrasement des membres. Eh bien, ça fait que, même si on n'a rien vu à l'intérieur, on considère qu'elle est tréfa. Alors lisons. Amar Rav Huna. La bête, elle est terefa que dans la mesure où tu l'as vu tomber. Mais si tu ne l'as pas vu tomber, tu l'as laissé en haut et tu l'as retrouvé en bas. Dans ce cas-là, tu ne crains pas que peut-être elle est tombée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Qu'elle est descendue. Comment elle est descendue? Mais comment elle peut descendre sur un mur vertical? Comment elle est montée? Alors, moi, je l'ai mise là-bas. Ah, elle a suivi Abaye.
Elle a pu sauter. Alors, Là, elle a pu sauter. Elle a pu sauter, mais pas tomber. alors, très bien. On va voir exactement pour quelle raison on ne craint pas que cette bête-là soit tombée. Regardez. Haou Gadia de avaler les ravina. Il y avait un gedi. C'est quoi gedi? Un agneau, un chevreau, qui appartenait à Ravina. Des Hazahushla, Beipuma. Il était sur le toit. Et il y avait au milieu du toit une lucarne. Cette lucarne donnait sur une salle, sur une pièce de la maison. Ça éclairait une pièce de la maison. Le mouton, il n'arrête pas de rôder autour de la lucarne. Et qu'est-ce qu'il voit par le trou? Il voit du blé, il voit de l'orge, du houchla, de l'orge perlée. Et il a l'eau à la bouche et il n'en peut plus. Il a décidé de faire sans parachute un bond. Et donc, il va directement manger cette orge-là. Mais il a fait 3 mètres de haut. Eh bien, Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? Nafal Migra le Hara, il est tombé de haut en bas. Atia le Kame de Ravashi. Ravashi, on lui a posé la question. Amarle, il a répondu à Ravina. Had Amaravuna Hinyarbe Malemata. Excusez-moi. La question qu'a posée Ravina Ravashi, elle était argumentée. Il lui dit Had Amaravuna Hinyarbe Malemala. Ubam umetsa alemata. En hosheshin mishum risu kevarim, mishum deitle midde le misrach. Vehai litle midde le misrach. Odilma mishum de amda nafsha. Vehai nami amda nafsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais le principe. La halakha qu'a enseigné Rav Huna en disant lorsque le propriétaire de la bête l'a laissé en haut sur le toit, il l'a retrouvé en bas, c'est cachère, on ne craint pas l'écrasement des membres par une chute. Ça, je le sais. Mais je me pose la question. Pour quelle raison il a dit ça? Est-ce que c'est que nous pensons que la bête, quand elle s'apprête à sauter, alors elle se concentre et elle arrive à retomber sur ses pattes. Ça veut dire qu'elle saute, elle mesure, elle sait calculer, elle évalue la hauteur, et elle se dit une telle hauteur je peux. Si c'est au-dessus d'un gratte-ciel, elle ne va pas prendre le risque. Mais si c'est juste 3 mètres, elle dit ça je suis capable. Et donc, je dis que si elle a sauté de haut en bas, je ne crains pas le risou kevarim, parce qu'elle-même, elle a déjà estimé la capacité qu'elle a à pouvoir faire ce bond. Donc dans ce cas-là, aussi, quand elle a vu la lucarne, elle est tombée sur l'orge, pas sur l'orge, elle est tombée pour manger l'orge, mais c'était avec une chute voulue qui était déjà étudiée par la bête. Donc elle n'est pas tréfa. Ou bien je vais dire non. La raison pour laquelle il a dit que c'est cachère, c'est parce que le mouton là-haut, il a vu que sur le mur, il pouvait glisser sur le mur. C'est-à-dire, il essayait de s'agripper avec ses pattes sur le mur, bien que vertical, il essaye de glisser dessus. Donc, il a quelque part un point d'attache pour essayer de ne pas tomber en l'air, en chute libre. Pour lui, il a un peu comme glisser sur une glissade. Donc, ça a atténué le choc. Ce qui fait que, dans ce cas où il y avait une lucarne au milieu de la pièce, il n'a pas sur quoi s'agripper. Donc il est tombé de 3 mètres. Mais elle est très femme. C'est la question que se posait Ravina et qu'il a soumis à Rav Ashi. Amarle, Mishum de Amda Nafsha, Vehainami Amda Nafsha. Rav Ashi a répondu à Ravina en disant la raison pour laquelle Ravuna a autorisé une bête qu'on a laissée en haut, qu'on a retrouvée en bas. Pourquoi? Parce que la bête, elle n'est pas bête. Et elle estime, elle mesure ses capacités, et elle se dit, oui, je suis capable de sauter d'une telle hauteur.
Donc ça ne change rien. Qu'il y ait un mur ou qu'il n'y ait pas de mur pour glisser, dans tous les cas de figure, c'est cachère. Le moyen quand même de savoir si elle a été vraiment écrasée ou pas, du fait que la bête ne peut plus se relever par la suite. Je parle après la chute. Si elle n'arrive plus à se relever, c'est qu'il y a eu écrasement. Si elle se relève sur ses pattes, donc il y a C'est sûr que si elle s'est déjà relevée sur ses pattes ou qu'elle a marché, il n'y a plus de problème. Nous, on ne parle pas de ce cas. Nous, on parle du cas où le bonhomme arrive avec son couteau de shhita et directement, il a fait la shhita. Elle était comme ça, par terre, presque endormie. Tout de suite, il prend le couteau. Zzzt. Alors là, on n'a pas de preuve. Est-ce qu'il y a eu Rissoukevarim ou pas Rissoukevarim? Si elle s'était déjà mise sur pattes et qu'elle se met à marcher, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas toutes ces preuves-là, comme quoi il n'y a pas eu de Rissoukevarim. Donc je me pose la question. Nachon, taref ou pas taref? On te dit pas taref. Pourquoi? Parce que si elle a sauté de bon gré, elle sait ce qu'elle fait. Je comprends pas une chose. De toute façon, quand il ferait Shrita, il va savoir si c'est dessous. Pourquoi? Bah, après la Shrita, ils vont faire un contrôle quand même. Quel contrôle? Ah, ils vont bien voir si. Ils peuvent contrôler quand même si elle se voit. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Ah bon. On peut avoir une. Oui, c'est vrai, on peut avoir une question sans quoi. C'est Alachale Moshe Misinaï, Rissoukevarim. Écrasement des membres par le choc traumatique. Comme Rachid disait. Écrasement, ça dit qu'elle pouvait pas vivre d'ailleurs. D'accord. Ah oui, Non, elle vibre, elle peut plus se relever. non, mais le problème c'est que quand. Non, si quelqu'un se casse, tu préserves une main, des fois on ne sait pas. Pourquoi? Pas une jambe on sait parce qu'on doit s'appuyer. Je vous lis Rashi. Je vous lis Rashi dans la Mishnah. Rashi dans la Mishnah. Nafla minagag veshahat otah miyad. Terefa. Afalpi she'en ba shever. Bien qu'on ne voit pas de brisure. She'en shever nir'eba. Hosheshin shenitrasku venitparku evarea. Nous craignons l'écrasement des membres. Ve'en ta'am batrefot. Au niveau des trefot, on n'a pas forcément de ta'am. Halacha le Moshe misinai hem. Aval bagmara, les kaman d'Afnun Aleph, la Gemara qu'on va étudier dans le Hamoud Bet, qu'est-ce qu'on nous dit? Im shahata me'et le'et. Si elle est restée vivante pendant 24 heures. Ve'shahata keshera afalpi shelo amda. Si elle s'est tenue sur ses pattes, alors on a la preuve qu'il n'y a pas eu de Rissoukevarim. Ou bien si elle est restée vivante pendant 24 heures, on a la preuve qu'il n'y a pas eu de Rissoukevarim. Mais s'il a fait Shrita immédiatement, c'est là où on dit Tréfa. Encore, il était une fois un mouton. Hahi imreta dehava be Rav Haviva. Il y avait une brebis dans la maison de Rav Haviva. Dehavu shadran kar'e batriyata. Qui traînait la patte, les pattes. Ça veut dire elle marchait avec les deux pattes avant, mais les deux pattes arrière étaient comme paralysées. Amar Rav Yemar, hay shigrona nakte. Rav Yemar a dit cette bête elle est cachère, c'est juste des crampes qu'elle a. Il faut l'emmener chez le rhumatologue et tout ira bien. L'ostéopathe. Matkif là. Très bien. Matkifla Ravina, Vedilma Huta Shidra Ifsik. Ravina dit, excuse me, comment tu es si persuadé que elle est encore cachère? Peut-être que c'est la moelle épinière qui a été rompue, la colonne vertébrale qui a pris un coup. Batkouach Kerua Keravina. Eh bien, figurez-vous que dans cette histoire-là, après la Shrita, ils ont vérifié, et ils ont trouvé que Ravina avait raison, c'était la colonne vertébrale qui avait pris un coup, et la moelle épinière rompue à l'arrière. Pas cachère. Alors maintenant, s'il vous plaît, je vous pose la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On voit une bête qui traîne la patte, qui traîne les pattes. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait la Shrita. On vérifie. Et on n'a pas trouvé. C'est bon, cachère. Elle avait des Non, trêve. Non, elle avait des crampes. C'est trêve. On vérifie si la C'est colonne. trêve. On l'avait dit la dernière. Elle avait des crampes. Non, mais elle meurt. Elle meurt. Non, Mais non, il y non. a fait Shrita. Il y avait On avait deux vu que la possibilités. Si on a vérifié, on voit que la moelle épinière est parfaite. Tout va bien. Elle a des crampes. Donc c'est juste une crampe. Mais est-ce que maintenant, On n'a pas vérifié. lorsque je... Bravo.
lorsque je n'ai pas vérifié, ou plutôt, la question on va la poser encore d'une autre façon. On le sait qu'en général, on n'a pas besoin d'aller chercher les problèmes. Quand tu fais la shrita à une bête, à part la vérification des poumons imposée par les hachamim, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les 18 organes vitaux s'il y a là une tréfa ou pas tréfa. Pas besoin. On compte sur le fait que Akadosh Baruch Hu a bien fait la nature et qu'elle est certainement en bonne santé. On ne va pas chercher les problèmes. Maintenant que je vois qu'il y a un problème, est-ce que je suis obligé de faire la vérification? Je vois qu'elle traîne les pattes. Est-ce que ça doit me dire, eh oh, tu vois bien que celle-là, elle est malade. Donc il faut aller chercher dans la colonne vertébrale s'il n'y a pas une rupture de la moelle épinière. Est-ce que j'ai un hiyuv de faire bdika? Et sinon, je considère que la bête est taref, comme dans l'histoire de Rav Haviva, où finalement, il s'est avéré que Ravina avait raison. Il y avait une rupture de la moelle épinière. Alors maintenant, à chaque fois que je vais voir une bête qui traîne les pattes, et après je fais la shrita, peut-être qu'il faut faire la vérification. Et si tu n'as pas vérifié, et que tu as déjà mis dans la marmite, eh bien, Assour, c'est tréfa. Est-ce que je raisonne ainsi? Rabbi Yeshua me dit, bien sûr, eh bien, la lacha, elle est que non. Regardez. Va filo achi, il cheta ke Rav Yemar, shigrona shachiach, huta shidra lo shachiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Les crampes, c'est plus fréquent qu'une rupture de moelle épinière. On continue de raisonner en fonction de la probabilité. Au niveau probabilité, lorsque je vois une bête qui a les pattes comme ça paralysées, j'attribue beaucoup plus facilement ce problème à un problème provisoire de crampes ou de rhumatisme ou de toutes sortes de choses. Je ne sais pas qu'elle est tombée ou qu'elle a pas reçu. Exactement, évidemment. Il n'y a pas eu de risou kevarim. Je vois comme ça une bête qui traîne les pattes, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, à partir du moment où nous disons que le shigrona, c'est plus shachriah que le hutashidra, alors je vais d'après ce qui est shachriah. Je vous ai parlé en araméen exprès. Ce qui est shachriah, c'est-à-dire ce qui est plus fréquent, c'est ce qui l'emporte. Je présume que le rov des cas, c'est en fonction de la fréquence telle que la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Et en général, la moelle épinière, c'est très peu probable qu'elle soit rompue. Si je vois des pattes qui traînent, je mets ça sur le dos, plutôt de la maladie de shigrona, plutôt que de rupture de moelle épinière. On a dit Il dans... avait sauté. Non. On parle pas de risque. C'est pour ça que j'avais une tréfa. Ah, bien sûr. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de... Même si on fait la vérification, ça ne suffit pas. Même si on a vérifié, c'est pas caché. Je pensais que c'est la bête qui avait sauté. Si elle a sauté, alors c'est Rissou Kevarim. C'est taref au titre de la chute. Donc tu fais la Et pas au titre de colonne vertébrale. Tu fais la vérification ou pas? Dans quoi? Si tu vois qu'elle traîne la patte. Pas besoin. Pas besoin. Je dis cachère. C'est caché automatiquement. Ouais. Ça s'appelle la magie. On ne dit pas que... Je vais pas quand même me passer le doute. Mais non. Vous voyez ici, on apprend de là quelque chose de fort. Si aujourd'hui on disait ça, les gens nous auraient pris pour des laïcs. Comment ça? Tu as vu qu'elle traînait la patte? Comment tu n'as pas imposé une bédika? Tu ne te poses pas la question d'où ça provient? Va vérifier par rapport au doute. Eh bien non. On ne nous impose pas. La vérification n'est imposée que pour les poumons et ça n'a pas été imposé pour les autres organes, même si il y a lieu de se poser la question. Je vois qu'il y a un problème là quand même, elle traîne la patte. Non, shigrona shachriah. Ça lui arrive souvent d'être paralysée un petit peu au niveau des... Elle a des crampes, elle a des problèmes musculaires ou d'arthrose. Je comprends pas. Si on dit... Adonai Elohim, Haolam Shakoni, Yabit Baro. Amen. On considère, si on la voit, on considère qu'il y a des trucs qui varient et qu'elle est très fine. Je n'ai pas compris. Quand une bête tombe d'un toit, on considère que si on la voit, parce qu'elle est trucs qui varient. C'est que ça m'a réglé le problème. Maintenant, je ne comprends pas. Cette bête, elle traîne de la patte. La moelle épinière n'est pas sectionnée, mais elle a quand même un problème au niveau de la
l'exemple de la colonne vertébrale proprement dit, une vertèbre cassée. Donc peut-être que là... Peut-être oui, peut-être non. La probabilité, c'est que... Non, mais le fait qu'elle traîne des pieds, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire que ça vient de là, ça vient de là, mais ça vient de quelque chose. Alors, si on dit que la probabilité est 92%, mais il reste quand même... C'est vrai qu'elle peut se casser sans la moelle, ou inversement, la moelle est cassée, la moelle est foutue, donc c'est terminé, elle est très fort. Mais la colonne vertébrale, si elle est cassée, c'est vrai que ça ne rend pas très fort, mais il reste des doutes. Pourquoi pour le rissouk on est ici marmire par rapport à la colonne vertébrale? C'est bizarre quand même. La réponse. Le rissouk evarim, c'est en soi tréfa. C'est halakha de Moshe Misinaï. Rissouk evarim, tréfa, point à la ligne. Maintenant, shigrona, ça peut être soit à cause de Chut HaShedra, dans ce cas-là c'est tréfa, ça peut être à cause d'une maladie de shigrona, qui n'est pas tréfa. Puisque la fréquence est que Chut HaShedra c'est peu probable, et shigrona c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent, eh bien, nous raisonnons dans ce sens, que Chazaka, que c'est shigrona. Shigrona, c'est Une un fois mot. qu'on a fait la chute, on va aller vérifier. On peut, on n'est pas obligé. Est-ce que Shigrona, c'est considéré? Alors allez-y aussi, hein? Shigrona, c'est un mot. Non. C'est pas même, donc on peut même le sacrifier en tant que. Ah, un moum par rapport au korban. Non, je ne parle pas de korbanot. Non, non, c'est une question juste supplémentaire. Shigrona, ça invalide un korban. Même pas. C'est possible que ce soit un moum en vert, il faut attendre qu'elle guérisse. Ah, donc ça peut. Bien sûr, on fait un peu d'ostéopathie et c'est bon. Maintenant, la Gemara continue et elle nous dit Amar Avuna, non, excusez-moi. Oui, Amar Avuna, Zecharim amenaghin ze et ze, en chosheshim mishum risuke evarim. Afalgav de midvu vekaime, tzimra be'alma hudena katlehu, inafu le'ara, badai haishinan. Ravuna nous enseigne que si nous voyons des béliers, Zecharim, c'est quoi Zecharim? En général, c'est un mâle, mais étonnamment, le haïl, le bélier, en araméen, on le traduit par dukhra, le mâle, comme si c'était le mâle par excellence par rapport à la femelle, le mâle. Eh bien, le zahar, qui fait allusion au bélier, les béliers, ils aiment bien se prendre de cornes, se disputer en s'encornant comme ça des coups de tête l'un à l'autre. Zecharim amenaghim ze et ze en chosheshim mishum risuke evarim. Nous ne craignons pas un écrasement des membres. Afalgav des midvu ve kaime, bien que on les entend gémir. Tzimra be'alma ou de nakatleu, c'est juste la fièvre qu'ils ont eue avec ces coups. Et c'est pas très fat du tout. Par contre, inafu l'ara vadai haishinan. Mais si, en s'encornant les uns les autres, ils se sont envoyés à terre, ça veut dire qu'il a fait tomber à terre, eh bien là, nous considérons que la chute à terre, et oui, est considérée comme Risuk Evarim, et la bête est très fin. Ah bon, selon une chute comme ça? Ouais. Il a envoyé à terre. Elle tombe pas de haut. Ah oui, c'est Ce ça? c'est ce qu'on appelle une chute par écrasement. C'est plus dangereux qu'un écroulement. Des fois, le poids du corps. Mais là, elle l'a vu arriver, la chute. Écrasement. Elle s'est fait envoyer en Non, elle a pas arrivé. Si, elle est bien arrivée. Bah, sinon, c'était pas fait, c'est comme au judo. Bah, judo, tu sais très bien que tu vas finir au sol. Le poids du corps, des fois, est plus fort. Avant la chute, tu vas pas tomber. Alors, déjà, je voudrais vous rajouter ici quelques éclaircissements. Premièrement, en général, la néphila, elle doit se faire d'une hauteur de 10 tfachim, n'est-ce pas? Mais là, 1 mètre. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait qu'il y a également l'élan, parce que quand il le jette à terre, quand il y en a un qui envoie l'autre à terre, il n'y a pas qu'une chute simple. C'est en réalité la force de la pression du coup, n'est-ce pas? En plus, il l'envoie à terre, il écrase à terre. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il y a là Risuk Evarim.
mais il y a une discussion à savoir, est-ce qu'on dit Hosheshim les Risuk Evarim, ou bien est-ce que vraiment on considère qu'il y a eu Risuk Evarim? Quelle est la différence? Si on dit Hosheshim, ça veut dire on craint, mais on peut vérifier. Ça veut dire quoi vérifier? Après la Shahita ou avant la Shahita? Certains disent que Hosheshim, ça veut dire que tu dois vérifier. Comment tu vérifies? Soit tu laisses pendant 24 heures la bête et tu vois si elle a survécu, c'est qu'elle n'est pas, il n'y a pas de risouk. Soit si elle s'est tenue sur ses pattes, c'est qu'elle s'est relevée, c'est bon. Nahon, c'était passager. Mais si tu as fait la shahita immédiatement, tu n'as pas attendu de faire vérification, eh bien tu considères qu'elle est tréfa, comme pour un risouk evarim normal. Ou bien on va dire non. Hosheshim les risouk evarim, c'est que elle n'est pas tréfa, simplement hoshesh. Tu dois vérifier qu'elle n'est pas tréfa. Regarde après la shahita s'il n'y a pas eu un des organes vitaux qui a été atteint. Dans le sens où, puisqu'elle a pris un coup très fort par l'autre bélier qui l'a jeté à terre, alors tu dois prendre en considération cela pour vérifier la colonne vertébrale, pour vérifier qu'en effet il n'y a pas eu de problème à l'intérieur. Mais c'est soluble. Ça veut dire que si tu as fait une vérification et que tout va bien, eh bien elle est cachère. C'est pas fatal. Ce n'est pas implacable. Donc il y a une mahloket. Selon certains rishonim, c'est fatal. Dès que tu dis Hosheshim Meshum Risuk Evarim, eh bien elle est tréfa. Et comment ça se fait qu'elle est tréfa, pourtant elle n'est pas tombée de dit Fahim? C'est parce que, en associant le coup de l'autre bélier qu'il a jeté à terre, eh bien ça nous donne le même résultat que dit Fahim. Ça c'est une explication. Donc tu dis d'emblée que de facto elle est taref. Deuxième explication, non. Étant donné qu'elle n'est pas tombée de dit Fahim, tu ne dis pas que c'est Vadaï Trefa. Mais c'est peut-être Safek Trefa. Safek, ça veut dire quoi? Regarde, cherche, fais vérification après la Shrita. Peut-être que la colonne vertébrale a été sectionnée. Amar Rav Menashe, Hane dichre de gan veganave, en hoshishim rishum risuk kevarim. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Shabbat shalom. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des moutons et ils les volent. Et ils les jettent au-dessus de la clôture. Alors maintenant, la police est arrivée, on a mis les menottes aux voleurs, on l'a mis en prison, et le mouton a été récupéré. Mouton cachère ou pas cachère? Cachère! Pourquoi? Parce que le voleur, quand il a volé le mouton et qu'il l'a jeté de l'autre côté de la clôture, quelle était son intention? C'était de récupérer. Alors comment il a fait tomber? Il a dit, je ne vais pas le faire tomber sur le dos. Je vais le faire tomber sur ses hanches. De manière à ce qu'il y ait un amortissement de la chute. Et ensuite, il va me suivre. On va courir ensemble. Et il va courir, le mouton. Donc le voleur, il est hacham. Comment il fait tomber? Il le jette de telle manière à ce que le mouton puisse courir avec lui. Donc il ne va pas lui faire risuk evarim. Il n'est pas tombé sur le dos, sur la colonne vertébrale. Aujourd'hui, il va le mettre dans son camion, la bête. Il va pas courir avec. Il va pas faire un footing avec elle. Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est avec un voleur sophistiqué. Non, moi je parle d'un voleur artisanal. Alors Bekitsu, celui-ci, il n'est pas bête. Alors Zéouzé. Ensuite, c'est bizarre comme schéma, hein. Il court avec elle. Hein. Ki shadelehu amotnaihu, shadelehu sur les motnaim, qui hechi delir hete kamayu pour que la bête court. Ahderinu vadai haishinan. Mais maintenant, quand la police est arrivée, dès qu'il a vu les flashs de la police, il a eu tellement peur qu'il a rejeté tout de suite avant de se faire attraper. Il a dit, je le rejette, paf! Maintenant, est-ce qu'on va dire... Alors on dit Vadaï Haishinan. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé n'importe comment, et donc c'est peut-être tombé sur le dos, et donc la colonne vertébrale a eu un risuk evarim, nigmar asipo. Hanemile de haderinu mehamat ira, aval mehamat teshuva, shuva me'aliata ou de avde. Quand est-ce que je dis qu'il y a risuk evarim dans la chute
du retour du bélier que nous a rendu le voleur. C'est seulement s'il a rendu par peur de la police. Mais s'il a fait par teshuva, il n'y avait ni police ni rien du tout. Simplement, il s'est dit, demain c'est Kippour, je vais lui rendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il jette de l'autre côté de la clôture. Alors, on dit, c'est certainement qu'il a fait comme dans l'allée, il a fait le retour. C'est-à-dire, il a lancé sur les motnaïm de manière à ce que la bête ne meure pas. Parce qu'il veut faire tchouva, il ne va pas lui rendre une bête morte. Amar Abuda Marav, Hika al Rosha ve al Chala klape Znava. Ou al Znava ve al Chala klape Rosha. C'est-à-dire que le bonhomme a pris un bâton et il a frappé sur le dos de la bête. Depuis la queue jusqu'à la tête, ou de la tête jusqu'à la queue. Ça veut dire que le bâton a frappé Keneget Kol Ashidra Kula, tout le long de la colonne vertébrale. En Hosheshim Mishom Risuk Evarim. Nous ne craignons pas l'histoire de Risuk Evarim, d'écrasement des membres. Pourquoi? Parce que je dis que le coup s'est réparti sur tout le corps de la bête, et donc il n'y a pas eu un seul endroit qui a pris un coup. Si par contre le bâton n'était pas long, le bâton s'arrêtait à la moitié de la colonne vertébrale. Donc lorsqu'il a donné un coup de bâton ici, donc ça s'arrête ici. Donc il y a ici à l'extrémité du bâton toute la force du coup, et qui se concentre au milieu de la colonne vertébrale, et qui a donc peut-être rompu là-bas la moelle épinière, ou Risuk Evarim de manière générale. On continue. En plus, si on avait un bâton qui a été sur toute la longueur de la bête, mais il y avait dans ce bâton des reliefs, des ksharim, des nœuds, ce qui veut dire que ce n'était pas un bâton qui avait la même surface lisse. C'était avec des boules. Donc lorsqu'il a donné des coups, au contraire, ça n'amortit pas. Le choc se concentre au niveau de ces boules et donc ça frappe sur la colonne vertébrale directement. Et si, par exemple, il a pris le bâton et il a frappé non pas dans la longueur, de la tête à la queue de la bête, il a frappé dans la largeur, comme ça. Il prend le bâton et il frappe dans la largeur. Là, pareil, elle est tréfa. Pourquoi? Hosheshim le Risuk le Evarim, puisque il a donné en plein milieu de la colonne vertébrale, peut-être qu'il a sectionné la moelle épinière. Donc il faudra vérifier tout ça. Après coup, on ne se rend pas compte. Hein? Après coup, on ne se rend pas compte que la bête est blessée ou qu'elle boite ou qu'elle. Ou alors c'est ce qui fait qu'on attire l'attention là-dessus. Comment? Qu'est-ce qui nous attire l'attention pour pouvoir vérifier si la bête? C'est simplement parce qu'on sait qu'elle a été jetée? Il lui a donné un coup, le coup. D'accord, le coup en question. Est-ce qu'il a fait que la bête s'est bien boitée? Est-ce qu'il a fait que la bête s'est. Très très bien. Il lui a donné un coup et tout de suite après il a fait la shrita. Ah, tout de suite après il a fait la shrita. Oui, mais enfin. Quand il a shrité à gauche, elle est à gauche. On a shrita quand une bête elle a pris un coup, que ce soit si c'est sur la colonne vertébrale, en général elle est étourdie. Et alors? Alors donc on peut se rendre compte tout de suite, on a shrita que. Alors, il y a deux chitotes. Il y a ceux qui disent que, puisqu'on a parlé ici de Risuk Evarim, alors on doit suivre la halakha. Quel est le din de Risuk Evarim? Si elle est restée vivante pendant 24 heures, c'est bon. Si elle s'est mise sur ses pattes, c'est bon. Si tu parles de Risuk Evarim. Mais si en fait ici Risuk Evarim n'a pas la même signification que Risuk Evarim classique. Ici on voulait dire, en fait c'est la colonne vertébrale qui a pris le coup. Donc tout le problème c'est que la colonne vertébrale. Alors ça a une kula, ça a une khumra. Ça a une khumra, c'est que ça nécessite vérification après. Ça a une kula que si tu as trouvé que c'est bon, ça nécessite vérification après, même si elle s'est tenue sur ses pattes.
même si elle s'est relevée, même si elle a vécu 24 heures. Ah, même 24 heures. Tu dois vérifier si la colonne vertébrale n'est pas sectionnée. Même 24 heures. Ouais. Parce que ici, c'est pas un Rissouk Kevarim classique. Donc le 24 heures ne va pas me résoudre le problème. Parce que ici, c'est un coup sur la colonne vertébrale, c'est un coup précis. Donc j'ai besoin de voir si la moelle épinière n'a pas été atteinte. Moi, quand elle est tombée, Alors 2 secondes. Donc si je dis que le Rissouk Kevarim en question ici n'est pas en rapport avec Rissouk Kevarim classique, donc je n'aurai pas du tout les mêmes halachot. Dans un Rissouk Kevarim classique, même si je vois que la bête elle est parfaite après la shrita, elle est tréfa. Pourquoi? C'est halakha le Moshe Misinaï, écrasement des membres, chlet. Ah mais j'ai rien vu dedans, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Mais il y a un écrasement des membres qui est halakha le Moshe Misinaï, qu'elle est tréfa. La seule chose qui pourrait te sauver, c'est si de son vivant, tu avais attendu 24 heures. Ou bien de son vivant, elle s'était mise sur ses 4 pattes. Dans ce cas-là, tu ne crains plus au Rissouk Kevarim. La halakha le Moshe Misinaï nous dit que Rissouk Kevarim, c'est un problème que si il n'y a pas eu avant la shrita, ni 24 heures, ni Amida al-Reglaim. Ça, c'est le din de Rissouk Kevarim classique. Mais là, c'est un coup de bâton sur la colonne vertébrale. La Gemara employait le terme Rissouk Kevarim. Est-ce qu'on y est vraiment là-dedans? Mahloket Rishonim. Certains disent oui. Et donc, il faut appliquer la règle de Rissouk Kevarim classique. C'est quoi le din? Eh bien, si pendant 24 heures, elle a vécu, très bien. Si c'est tenu sur ses pattes, très bien. Et tu n'as pas besoin de vérifier après la colonne vertébrale. Il y a une chita qui dit non. Il y a une chita qui dit que c'est pas Rissouk Kevarim classique. Ici, c'est un problème de rupture de la moelle épinière, sectionnement de la colonne vertébrale. Et là, tu dois vérifier par rapport à ça. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Ce qu'on a dit, 24 heures de survie, ou bien qu'elle se soit tenue sur ses 4 pattes, tout ça, ça ne nous résout pas le problème. Car notre question ici n'est pas un Rissouk Kevarim classique. Ici, c'est un problème précis de moelle épinière. Donc il faudra vérifier, même si elle a vécu 24 heures, même si elle a... ça a une kula, une khumra. Quelle kula et khumra? Kula, si tu as fait shrita immédiatement après le coup, donc tu n'as pas les 24 heures, et elle ne s'est pas relevée sur ses 4 pattes, donc tu n'as pas le héter du Rissouk Kevarim, tu peux avoir un autre héter. Lequel? Cherche après la shrita, ouvre, regarde la colonne vertébrale. La moelle épinière est intacte, kasher. C'est une kula. Parce que dans Rissouk Kevarim, ça ne marche pas, ça. Dans Rissouk Kevarim classique, même si tu fais une recherche et que tu vois que tout est parfait, elle est très fa. Parce que c'est indéterminable. On n'a pas attendu 24 Parce qu'on n'a pas attendu 24 heures. Mais c'est indéterminable. Mais ici, même si tu n'as pas attendu 24 heures, si tu as vérifié la moelle épinière, elle est bonne, kasher. Mais d'autre part, Mechila, c'est quoi la Khumra? C'est que même si elle s'était tenue debout, ou bien même s'il y a eu 24 heures qui s'est écoulée, tu es obligé de vérifier que la colonne vertébrale est parfaite, que la moelle épinière n'a pas été rompue. Parce que je suis sûr que quand elle n'a pas pris un coup de bâton, elle ne s'est pas fracturé la colonne vertébrale. Comment? C'est-à-dire la bête Oui. qui est tombée. Ah, parce que le coup de bâton. C'est-à-dire que le coup de bâton, c'est plus fatal que le fait de tomber. Le coup de bâton, il peut être faible, il peut être fort. Oui, non, mais Donc un coup de bâton, c'est quoi le résultat du coup de bâton? C'est quoi le problème qui peut engendrer? C'est plus marmire le coup de bâton. En fait, on a dit, c'est plus mortel qu'une chute alors. Encore. Un animal qui tombe de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, on n'a pas les mêmes. On te dit, s'il reste 24 heures, s'il passe 24 heures, à ce moment-là, il est caché. Ouais. Alors que le coup de bâton, même s'il a passé 24 heures, il faut quand même vérifier le... Exactement. Bravo. C'est beaucoup plus... Oui, parce que le coup de bâton, c'est un coup qui est dans un endroit précis. C'est exactement dans la moelle épinière qu'il a donné le coup. Alors il faut voir si la moelle épinière a subi ou pas. Le coup, il est peut-être faible, il est peut-être fort. Comment? Si après les 24 heures passées que j'ai fait la shrita... Ça rêve. Pour la bête qui est tombée? Non. Je parle du bâton. Le coup de bâton, il faut de toute façon les vérifier, avant ou après les 24 heures. C'est ça. Le coup de bâton. Et la bête qui est tombée. Ça ne sert à rien de vérifier. Voilà, et si je vérifie que si je me rends compte qu'elle a été... Dans les tarifs, c'est la fois qu'il arrive. Qu'elle est touchée. Non, une fois que la shrita a été faite. Ça, si je me rends compte qu'une bête est touchée, même si elle n'est pas tombée,
j'ai une bête qui était en parfaite santé. J'ouvre et je vois un problème. Parce que j'étais chercher moi. Si j'étais chercher le problème, alors après il n'y a plus qu'un Kleenex pour pleurer. Mais je n'ai pas besoin d'aller vérifier. D'accord. Les 24 heures, Je vais terminer avec ça. La Gemara dit comme ça. Et Amar Nachman, Betarechem en bo mishum risuk evarim, lorsqu'un un veau vient de naître il y a quelques secondes et il est passé par la matrice qui était étroite, et donc je peux dire que peut-être qu'il a un risuk evarim, et de ce fait, je n'aurai pas le droit de lui faire la shrita immédiatement, il faut attendre 24 heures. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut pour tout petit veau, toute petite brebis qui vient de naître, est-ce qu'il faut obligatoirement attendre 24 heures pour manger? Parce que dans les 24 heures, il y a eu un écrasement des membres au travers de la naissance, puisqu'il est passé par la matrice de sa mère qui était étroite, donc il a eu un risuk evarim, et donc il y a toujours un risuk evarim naturel chez toutes les bêtes, tous les animaux qui vont naître. Je me pose la question, et donc peut-être que systématiquement, il faut les simanim, soit à 24 heures qui soient écoulés, soit qui se tiennent debout, systématiquement, ou bien non. Ça n'existe pas cette notion de risuk evarim par un accouchement par les voies naturelles. Quand la bête a mis bas, je dis que c'est kasher. Amarle Rava. Alors Rab Nachman il dit, ça n'existe pas ça de risuk evarim. Ma pitom. Tu peux prendre le veau tout de suite après sa naissance, tu lui fais shrita direct, il n'y a pas de problème. Amarle Rava le Rab Nachman, Tania dem Sayalach. Rava va dire à Rab Nachman, tu as raison, j'ai une preuve pour toi. Tinok ben yom ehad metame beziva. Nous avons une règle, c'est que la ziva, vous savez c'est quoi un zav? Non. Un écoulement de sperme, pas de sperme, c'est un genre de sperme, c'est-à-dire que c'est une maladie, c'est une substance farineuse qui coule de l'urètre. La personne elle est zav, elle est tamée. Alors ça dépend comment c'est arrivé. Si la personne on a une halakha à propos de l'homme qui est zav. Pour qu'il soit tamé, il faut que ce soit zav, besaro, et zovo. C'est-à-dire que la ziva, je lis le pasuk, Daberu el ben Israël va marta alem, ish ki ye zav mi besaro, zovo tamehu. Ça veut dire que la ziva, cet écoulement, doit couler naturellement. Si c'est à cause, par exemple, d'un bond, ou bien il a porté du lourd, ou il a trop mangé, ou bien il a vu quelque chose qui a déclenché, ou bien par exemple il était malade. Il y a 7 cas de figure où la ziva ne va pas entraîner de la toum'a. Bien qu'il ait eu de la ziva, il n'est pas tamé. C'est pas comme un baral keri. Je parle d'un enfant, un bébé humain, qui est un bébé, garçon, humain, qui est né. Et le jour même, il a eu un écoulement. Le jour même, il a eu un écoulement, eh bien, il est tamé. Si par exemple, vous prenez de la terouma, vous mettez à côté de lui, vous touchez le corps du bébé, zav, le bébé, il est tamé, la terouma que vous avez mis au contact de ce bébé, le Kohen ne peut plus la manger. Troumat mea. Un homme, il touche ce bébé, il devient tamé. Pourquoi? Le bébé, il est avatum'a, lui-même, l'homme qui le touche va devenir tamé. Mais tamé beziva. Veis al kada'atar yeshbo mishum risuk evarim, ikrekan mi besaro velo mehamatonso. Si tu me dis que le bébé, quand il vient de naître, pendant 24 heures après sa naissance, il est dans une situation de risuk evarim, c'est-à-dire de maladie, alors comment ça se fait que la ziva d'un bébé d'un jour, pendant les 24 heures après sa naissance, il peut être métamé beziva. Mais on a déjà dit qu'une ziva qui provient d'une maladie n'entraîne pas de statut de toum'a. Alors comment tu peux dire qu'un bébé d'un jour, il peut être tamé? Mais pendant ces 24 heures qui suivent la naissance, il est encore dans une situation de risuk evarim, ce qui veut dire maladie. Si c'est une maladie, donc c'est une ziva de maladie, il ne devra pas être tamé. Et la vadaï, si tu vois qu'il est tout de même tamé, mashma qu'il n'y a pas de risuk evarim. Je peux en déduire de là qu'il n'y a pas à craindre l'écrasement des membres d'un bébé qui vient de naître. Bien qu'il ait traversé le rehem, la matrice, je ne considère pas que pour autant les membres sont écrasés. Donc si c'est valable pour un homme, c'est valable pour un animal. Dans le cas d'une césarienne. Bravo.
Il lui a dit Acha bimai On askinan ne dit pas que les os des enfants. kegon sheyatsa derer dofen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en réalité, ici peut-être qu'il s'agit d'une césarienne, et donc, puisque ils n'ont pas eu besoin de... Ils n'ont pas eu besoin... Hein? Il n'y a pas eu de traumatisme. Il n'y a pas eu d'écrasement des membres. Donc dans ce cas-là, on dit Hein? c'est Bessaro, c'est pas Benuzzo. Comment? Dans le cas où il est venu par... Mais par les voies naturelles, en effet, il y a Choliot que tout le din de Ziva, de Toum'a, de Zav, pour un bébé d'un jour, c'est seulement si c'est un bébé qui est né par césarienne. Mais s'il est né par voie naturelle, dans ce cas-là, il n'est pas tamé. Bien qu'il ait une Ziva, il n'est pas tamé. Pourquoi? Étant donné que il y a peut-être oui Rissou Kevarim. La preuve que tu as voulu m'amener Rava, tu es bien gentil, mais ce n'est pas une preuve. Ce que je dis, c'est vrai. Mais je n'ai pas besoin de ta preuve. Parce que ta preuve n'en est pas une. Rav Nachman dit à son élève Rava, il lui dit, tu es gentil, tu as voulu m'amener une preuve. Et sache que ta preuve n'en est pas une. Parce que n'importe qui peut te réfuter cette preuve. Il peut te dire quoi? Et tu veux savoir de quoi ils parlent les Hakamim quand ils ont dit qu'un bébé, même le jour même où il a une ziva, il est tamé? Peut-être que c'est un bébé qui est né par césarienne. Mais un bébé qui est né par les voies naturelles, il y a Choliot que oui, il y a un Rissou Kevarim. Et s'il y a un Rissou Kevarim, donc c'est une maladie. C'est une maladie, la ziva ne le rend pas tamé. Mais pourquoi on dit que c'est la ziva vient de l'enfant qui naît? Pourquoi je ne dis pas que la ziva vient de la maman qui l'a mis au monde? Parce qu'on voit que l'urètre est en train de dégager la substance. D'accord. Mais dans tous les cas de figure, le bébé, il a baigné. Puisque quand la maman l'accouche, elle est mère pendant 7 jours. Donc pourquoi je ne dis pas que le bébé qui a subi le liquide qui sont sortis à l'accouchement, c'est ça qui le rend tamé? Alors, deux choses. Premièrement, le bébé, même s'il avait touché sa maman, et que sa maman elle est tamée à cause de la Leda, le bébé lui-même ne sera que Rishon la Toum'a. Il ne sera pas Avatum'a. Je ne parle pas qu'il ait touché la maman extérieurement. Je parle qu'à l'accouchement, il y a tous Alors, les produits. très bien. Le liquide, l'amniotique, etc. Excellent. Ça ne rend pas tamé du tout. Pourquoi? Parce que le Bet Astarim, le Bet Ablia, n'a pas de Toum'a. Tout ce qui est Baloua, tout ce qui est à l'intérieur du corps, il n'y a pas de Toum'a. Toute notion de Toum'a, c'est qu'à l'extérieur du corps. Si le bébé était sorti directement, qu'on a fait très attention, qu'il ne touche pas les parties externes du corps de sa mère, eh bien, il ne sera pas tamé du tout. La seule possibilité... La mère. Parce que la mère, elle est Yoledet. Ça s'appelle Yoledet. Yoledet, c'est la Torah, elle a dit. Isha kitazriyar yalda zachar vetam'a shivat yamim. Et comment l'enfant peut sortir sans toucher les parois? Alors, ça touche que les parois internes. Les parois internes, ça ne rend pas tamé. On ne dit pas que l'enfant il est élastique. Comment il peut être écrasé? Un enfant il est Non, toujours ça un arrive, peu maniable. ça arrive que... On dit qu'un enfant, quand il vient de naître, il est un peu... C'est ça la question. Est-ce qu'il est élastique ou pas? Voilà. Alors, on lui a dit oui, il est élastique. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Rissou Kevarim. Alors, donc maintenant, même s'il avait touché le corps de sa mère à l'extérieur, il deviendrait que Rishon Atum'a. Or, nous, on parle de Ziva qui est Avatum'a. Quelle est la différence? S'il touche un homme ou un Kéli. Un Kéli n'est Mekabel Tum'a que de Adam ou que de Avatum'a. Alors, de ce fait, si je dis que le bébé il est Rishon, il ne peut pas être métamé Adam Vekelim. S'il est Av, il est métamé Adam Vekelim. Alors, la Gemara dit, peut-être que j'ai encore une autre preuve. Tashma Egel Shenolad Biyom Tov, Shohatimoto Biyom Tov. Un veau qui est né pendant Yom Tov, j'ai le droit de lui faire la Shechita pendant Yom Tov. Nachon, c'est pas considéré Moukhtse. Pourquoi est-ce que c'est pas considéré Moukhtse? Parce que, comme sa mère, je pouvais lui faire la Shechita, eh bien, le petit aussi, je pouvais lui faire la Shechita. Comment ça se fait? Mais pourtant, il vient de naître. Si on n'avait pas le droit de lui faire la Shechita, C'est pour... Attendez, pas lui faire la ça c'est Tedashim, non? mais tu me dis qu'il y a Hoshesh Rissou Kevarim. Comment tu lui fais
la Shrita pendant Yom Tov, mais peut-être qu'il arrive sous Kevarim. Hein? Donc on craint pas. Donc on ne craint pas. Il lui a dit là aussi, peut-être qu'on parle d'un veau, Yom Tov, qui est né pendant Yom Tov par césarienne. Alors t'as pas de preuve. Il lui amène encore une autre preuve. Tashma, veshavin she'im noladhu mumor imo shezemina muchan. C'est-à-dire un bechor. Il faut le donner au Kohen. Mais s'il a un moum, pas besoin de donner au Kohen. On peut immédiatement le manger. Pas besoin de faire un korban. Shavin she'im noladhu mumor imo shezemina muchan. On ne peut pas lui faire un shrita. Puisque si on prend le Kohen, c'est qu'il a un moum. Si on ne peut pas racheter. C'est donc s'il a un moum, même pour la shrita, il y a quelque chose de pas. Vous êtes d'accord avec Rabbi Moshe? J'ai pas entendu. Il a dit que quand il y a un moum dans le Bechor, comment on va le manger? Mais si on ne peut pas le rendre korban, alors il est tréfa. Attendez, le Bechor, il y a un truc particulier. S'il a un moum, il a perdu Le caractère de Kadosh, on le sait. Est-ce qu'il ne perd pas le caractère de Shrita? Non. Non, mais s'il a un moum, s'il a un moum cassé, je sais pas, il est à la naissance, il est. Un moum, c'est pas ça. On est en train de parler là de tout ce qui. Tout à l'heure, on a dit que Non, mais un moum, c'est pas si à l'accouchement, il s'est écrasé ça. un membre aussi. On peut pas, il n'est pas concevable. Non, mais un Non, mais un moum, attends, un moum, c'est pas une tréfoute, un moum, c'est. Mais il est tombé, la bête, elle est tombée. C'est pas un moum. C'est pas un moum. Attendez, c'est quoi C'est autre chose que tu parles. Non, je parle pas Un de moum, chose. c'est un défaut. Le moum, c'est un défaut invalidant pour Oui, mais- le côté Kadosh. Ouais. D'accord. Maintenant, si c'est un moum qui est un moum, par exemple, une patte cassée, C'est pas un moum. plus qu'un moum. C'est pas un moum. Donc, à l'accouchement, si on vient de dire la chose suivante, de quel moum on parle dans ce cas-là? Non, pas de. Si Depuis tout à l'heure, on parle qu'il a été écrasé à l'accouchement, le gosse. Il a subi le gosse, pas le veau. Il a subi un traumatisme. Alors, ça, qu'est-ce que le machma quoi? Alors, Qu'est-ce que ça machma donne quoi? quoi? Et alors, il a subi un traumatisme. S'il vient toucher la colonne vertébrale, Qu'est-ce qui sort de cette halakha qu'il y a eu un traumatisme? Tout le problème, c'est de savoir est-ce que c'est Zav Saro ou l'eau Saro. Alors, c'est ça le. On n'est plus dans Zav, on n'est plus dans Zav. Quand il est malade, on dit qu'il est Zav Saro, il est tamé. Ah, c'est ce moule-là dont on parle. Oui, De ce moule de Zav Saro. Je ne sais pas si c'est ça quand on je parle. pense. Je sais pas. Est-ce que c'est du Zav Saro dont on parle? C'est ça qu'on veut chercher. Très bien. Est-ce que la ziva, elle vient de la maladie ou elle vient il est entamé quand il n'est pas Dans le cas où il si a on dit été qu'il a touché à la colonne vertébrale à l'accouchement, est-ce que ça peut arriver d'abord? Si c'est prouvé, si c'est démontré, oui. Mais sinon, non. Dans le sens où nous disons que le veau qui est né avec un moum, il avait la paupière déchirée, par exemple, eh bien, il n'est plus sacrifiable en tant que korban, et par conséquent, il est consommable directement. On peut lui faire la shrita et le manger pendant Yom Tov. Alors il dit comme ça: Shavin she'im noladu mumorimo sheze nechshav minamuchan. C'est-à-dire que si le bechor est né avec un moum, eh bien il n'est pas mouktsé, on peut le manger pendant Yom Tov. Alors tu vois que il n'y a pas de problème de rissou kevarim, puisque tu vois que c'est pas mouktsé, on peut le manger tout de suite. Et si là encore tu vas me réfuter en disant qu'il est né par césarienne, derrière Dofen Mikadosh, c'est pas possible de dire qu'il est passé par césarienne parce que Bechor, il n'est Kadosh que s'il est Peter Kol Rechem, que s'il est sorti par la matrice, par les voies naturelles. Ve'amar Rabbi Yochanan modeh haya Rabbi Shimon, le'inyan kodashim, she'eno Kadosh. D'accord? Rabbi Yochanan, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Hachamim, à savoir, est-ce qu'une femme qui est yoledet, elle est tméa lorsqu'elle a eu un bébé par césarienne ou pas? Quand elle a eu un bébé par voie naturelle, c'est sûr qu'elle est tméa. Mais lorsqu'elle a eu un bébé par césarienne, est-ce qu'elle a une touma de yoledet? Est-ce qu'elle s'appelle yoledet? Il y a une yan touma, oui ou non? Mahloket. Hachamim disent non, Rabbi Shimon dit oui. Hachamim disent Vialda Zacha, que l'éda normal. Mais Rabbi Shimon, il a un limoud pour dire que même par césarienne, ça s'appelle aussi yoledet.
et par conséquent la Tum'at Yoledet. Tout ça, c'est que par rapport à un être humain. Mais par rapport à une bête, il est d'accord que le Bechor qui est sorti par césarienne, c'est pas Peter Kol Rechem. Il n'est pas Kadosh. Il n'a pas de Kdusha de Bechor. Donc Rabbi Shimon est d'accord. Dans le cas du idiot, comment ça se passe? Même l'être humain, il n'y a pas de par césarienne, il n'y a pas de... Oui, mais est-ce que la mère, elle s'appelle Yoledet? Non, parce qu'on va parler de ça. On parlait de- Un être humain, aussi pareil. S'il n'est par césarienne, il n'est pas Bechor. La Kedusha de Bechor. Il n'aura pas la Kedusha de Bechor. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le veau qui est Bechor. Le veau qui est Bechor, lui faire la Shrita pendant Yom Tov. On a dit il n'est pas Mouktsé, Agav Imo. Mais la question est de savoir, ce Bechor Ba'almoum, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'il est sorti pas par les voies naturelles, mais par césarienne? C'est juste impossible. Parce que si il est sorti par césarienne, donc il n'a même pas de Gdusha de Bechor. Ici on dit qu'il a une Gdusha de Bechor seulement, comme il est né avec un moum, c'est le moum qui fait sauter la Gdusha. Mais s'il était par césarienne, alors il n'y a même pas de Gdusha de Bechor, Bichlal, c'est pas le moum qui fait que. Même s'il était sans moum, il n'a pas de Gdusha. Même sans moum, tu ne le donnes pas au Kohen. D'accord? C'est le fait qu'il... Donc tu ne peux pas me dire qu'il est sorti par césarienne, puisque tu m'as parlé de Bechor Baal Moum, il est sorti par les voies naturelles. Et tout de même, tu dis que tu peux le faire Shrita pendant Yom Tov. Comment tu peux faire Shrita pendant Yom Tov? C'est que forcément, tu n'es pas Hoshesh, les Risouk et Varim. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que on parle ici d'un petit veau qui est né et qui tout de suite s'est mis sur ses quatre pattes. Comme il s'est mis sur ses quatre pattes, j'ai pas besoin de 24 heures. Donc je sais qu'il n'y a pas eu de Risouk et Varim. J'ai la preuve qu'il n'y a pas eu Risouk et Varim. Donc en effet, il se peut que si il ne s'était pas mis sur ses quatre pattes, je suis obligé d'attendre 24 heures. Parce qu'on est Hoshesh, Risouk et Varim. Et si tu lui as fait la Shrita pendant les 24 heures et tu n'as pas eu de preuve qu'il est viable, eh bien il est tréfa. Un petit veau que tu as fait la Shrita le jour même, il y a qu'il est tréfa. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui n'est pas tréfa? C'est ou qu'il se tienne sur ses quatre pattes, ou attendre 24 heures. Si tu as eu ni l'un ni l'autre des deux critères, tréfa, choliot. Alors comment ça se fait que pendant Yom Tov, on a dit qu'on pouvait lui faire la Shrita à ce Bechor Baal Moum? Il te dit parce que il a tenu sur ses quatre pattes. Et donc même pendant les 24 heures, pendant Yom Tov, tu peux lui faire la Shrita parce que tu as la preuve qu'il n'a pas eu Ritzuk et Varim. Est-ce que c'est ça la halakha? La halakha, non. La halakha, elle est qu'on ne craint pas Ritzuk et Varim de toutes les façons. C'est qui a dit ça? Rav Nachman. Rav Nachman te dit une naissance par voie naturelle n'est pas considérée comme Ritzuk et Varim. Comment dit Rabbi Nissim? Il est élastique. Soit le bébé est élastique, donc la souplesse du bébé fait que il ne subit pas de choc, soit au contraire, c'est les voies naturelles de la mère qui ne sont pas considérées comme étant des éléments écrasants. La mère ne comprime pas son bébé. C'est soit les deux à la fois, soit qu'on dise les deux. La souplesse de la matrice et la souplesse du bébé font qu'il n'y a pas de compression. Bon, Rimtio. Comme à Kadosh vous refait bien les choses. D'accord. C'est marrant qu'en 24 heures il se régénère, ça veut dire qu'il faut attendre 24 heures parce qu'en 24 heures il y a comme une... Non, mais 24 heures c'est une preuve. C'est un siman, c'est pas une cause, c'est pas une sibla, c'est un siman. Ouais, si pendant 24 heures il a survécu, c'est une preuve qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Ah, ok.